Bonsoir à tous. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ne me connaissent pas. Bon. Je fête mes 20 ans cette année d'enseignement. J'enseigne pas mal ici, mais aussi dans d'autres établissements, Nanterre, Grenoble et encore quelques autres. Je suis un multi-entrepreneur, donc j'ai créé plusieurs startups. Et depuis donc la fin des années 90, je développe des cours autour autant de l'e-business que de la création d'activités. Et j'accompagne un certain nombre de mes étudiants lorsqu'ils vont au bout de l'idée de créer et qui créent effectivement des sociétés. Ce soir, on va parler social selling. Et étonnamment, j'aimerais, ce qui n'est pas mon habitude, commencer par une citation. J'aimerais vous citer Karl Marx. Étonnant quand même, Karl Marx. C'est ça, surtout non. Alors, pour le coup, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, la citation, je l'ai trouvée effectivement fort intéressante. Et on la doit à notre ami Hervé Cabla, qui a écrit ce bouquin Social Selling expliqué à mon boss. D'habitude, j'ai tendance à vous dire allez-y, foncez, achetez. Achetez-le d'occasion. Voilà, il y a des choses très intéressantes dedans et d'autres moins. La citation de Karl Marx que notre ami Cabla nous donne, c'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. Aujourd'hui, le social selling est dans une étape où il doit prouver ce qu'il dit. Il y a une belle théorie, il y a de belles promesses. Il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de sales autour de ça, notamment chez LinkedIn. Maintenant, évidemment, il faut prouver que c'est la réalité. Or, si on regarde les chiffres dans l'entreprise qui m'accueille en ce moment, et nous utilisons le social selling, allez, grosso modo, comme on est entre nous et personne n'écoute ailleurs, on a plus 28% d'activité. Et on a bien plus que 70% de nos sales qui atteignent ou dépassent leur objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réalité derrière un mot. C'est pas juste un buzzword. Et vous entendrez souvent dire les gens que c'est un buzzword, que c'est du bullshit. Non, c'est pas que du bullshit. Il y a une réalité. Et il y a une réalité qui correspond aussi à une demande. Et je vais commencer par là. Quelle est la demande, au final, d'une équipe commerciale? Elle est super simple. C'est par exemple d'avoir une audience comme ça, et dans cette audience, savoir très très vite, comme si vous leviez la main volontairement, mais évidemment vous n'allez jamais le faire, comme si vous leviez la main volontairement pour me dire « moi j'ai besoin de tes produits ». Dans la réalité, personne ne le fait comme ça, ou très très peu. Dans la réalité, on va vous envoyer des emails à tous, on va vous prendre une liste de vos téléphones, on va vous appeler les uns après les autres, et puis on va vous solliciter l'un après l'autre pour voir si effectivement il y a un projet chez vous. Mais ça, c'était la réalité d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a une telle surmédiatisation que plus personne n'a du temps, que plus personne ne souhaite être appelé comme ça, de cette façon-là. Et aujourd'hui, on a des interlocuteurs, lorsqu'on les appelle comme ça, ils nous disent « Mais attendez, vous vendez du social selling et vous faites comme ça ?» Ça ne peut plus se faire comme ça. On a changé d'ère. On est dans une ère dans laquelle le digital a pris une telle proportion que vous devez vous adapter aux pratiques qui sont celles courantes aujourd'hui. Pour autant, n'oubliez jamais une chose. Ça, je le dis souvent aux gens qui sont dans la filière e-commerce. Le e-commerce, comme le digital, ça a été pendant longtemps de la technologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'humains. Vous êtes des humains et vous utilisez un outil pour dialoguer avec les autres. L'e-commerce, c'est avant tout du commerce. Ne l'oubliez pas, ne vous cachez pas derrière la technologie. Il y a des humains qui attendent des choses de vous. Et aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir Internet à portée de main pour aller chercher tout seul de l'information. Est-ce suffisant? Selon vous, est-ce que... Allez, petit sondage dans la salle. Qui ici pense qu'avec Internet, on peut avoir toutes les informations dont on a besoin?
et qu'on peut trouver tout sur n'importe quel produit. Allez, courage. Ouais, ça fait peu là. Allez, 4 personnes au grand max. Aujourd'hui, beaucoup de monde pense qu'ils peuvent trouver sur Internet l'intégralité des informations dont ils ont besoin pour prendre une décision. Qui pense que les informations positionnées sur Internet aujourd'hui sont des informations pédagogiques et neutres, donc qui n'ont pas de parti pris? Merci de sourire à cette phrase. J'espère bien que vous comprenez que toutes les informations qui sont sur Internet sont toutes issues du marketing, toutes issues de pensées extrêmement théorisées, qui sont là en réalité faites pour vous faire acheter des choses. Bien évidemment que les informations qu'on va positionner sur Internet sont positionnées de telle sorte que vous ne puissiez pas comparer les choses qui théoriquement sont comparables. Et de faire en sorte qu'effectivement, mon service paraisse unique à vos yeux qui regardez un service comme ça. Et puis bien évidemment, il y a eu LinkedIn, il y a eu Viadeo, avec beaucoup moins de chance, on verra bien ce qu'ils vont devenir. Donc on a commencé à classifier les gens par compétences, par sujet d'intérêt. Et tout à l'heure, on verra, j'essaierai de vous faire une démonstration de bypass et vous verrez qu'on va très très loin aujourd'hui sur l'analyse de vos besoins, mais aussi de votre écosystème. On est d'accord, hein, si vous avez une question, vous levez la main, vous n'attendez pas à la fin, parce que vous l'aurez oublié d'ici la fin. Et j'en connais quelques-uns ici qui sont suffisamment doués pour poser des bonnes questions. Première question. Du coup, je vais la poser moi. Première question, qu'est-ce qu'un bon vendeur? Selon vous, qu'est-ce que c'est un bon vendeur? Oui. C'est un petit raccourci, mais pour une bonne partie de la population, ça peut être vrai. Quelqu'un qui sait comment faire en sorte que ses clients achètent. Aussi. Qui conseille selon les besoins du client. Ah, on commence à s'améliorer. Aussi. Allez, une dernière idée? Oui. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son produit, qui connaît parfaitement les produits de ses partenaires et de ses concurrents, qui bien évidemment va préparer ses entretiens, va aller au contact de ses prospects, va analyser les besoins de ses prospects et finalement va leur proposer une solution qui sont à même d'accepter et qui va répondre à leurs besoins. Après, vous aurez, et vous le verrez dans votre carrière, un certain nombre de gens qui pensent que les bons commerciaux sont ceux qui sont capables de prendre un lead au vol, le signer et puis passer à autre chose en oubliant tout le reste. C'est une stratégie, hein. Il y a un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent comme ça, c'est une stratégie. Elle n'a pas forcément mon approbation, mais bon. Depuis les années 80, voire 90, les pratiques au niveau des sales ont énormément évolué, pour une raison extrêmement simple. Vous avez toute la partie qui va de l'après-guerre, 45 jusqu'à 70, il y a une énorme demande de marché. Toutes les entreprises se mettent dans un sens qui est de produire le maximum de produits. Après la période 70-80, bien évidemment, tout le monde s'est mis à produire énormément. Donc forcément, il y a des stocks. Et forcément, c'est l'arrivée de l'ère des commerciaux. Ceux qui sont là, en capacité d'aller chercher le plus de contrats possible et de vendre au maximum de clients leurs produits. Viennent ensuite des périodes un peu plus difficiles, les fin des années 80-90 avec les contrôleurs de gestion qui sont là pour diminuer les coûts et faire en sorte que les marges soient au rendez-vous. Et puis finalement, après 90, les entreprises agiles qui ont une capacité à prendre en compte la demande du client instantanément et d'y répondre instantanément. Mais ce cycle se répète constamment. Aujourd'hui, on est dans le cycle du social selling. Donc effectivement, tous les clients souhaitent de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour pouvoir à nouveau
vendre de façon massive à leurs clients, puisqu'il y a une concurrence acharnée sur tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui sur le marché qui n'ait pas un peu plus d'une dizaine de concurrents et qui se battent tous sur le même sujet. Et peut-être que le social selling, c'est une réponse à comment mieux engager le dialogue avec le client, comment arriver à le convaincre et comment faire en sorte que toute cette partie sociale soit un support à la vente. N'oubliez pas que son social selling, il y a selling, mais il y a aussi social. Et social correspond à tout ce qui tourne autour du concept de réseaux sociaux et de collaboration entre humains. Mais alors, si les données qui sont sur Internet sont plus ou moins améliorées, manipulées, enjolivées, comment s'y retrouver ? Comment peut-on s'y retrouver sur Internet ? Bien, dans les années 90, on a créé les communautés. Les communautés, c'était des regroupements de personnes qui avaient des intérêts identiques, qui cherchaient à peu près les mêmes choses. Vous avez d'un côté les passionnés de la K-pop, de l'autre côté les passionnés de bike, les passionnés de timbre-poste ailleurs. Peu importe le sujet, si on se rassemble, parce qu'en étant ensemble, on est bien plus fort, et en étant bien plus fort, on pense acquérir une position dominante sur un sujet. Vous doutez bien qu'en face, les commerciaux vont faire la même chose. En se mettant ensemble, ils vont arriver effectivement à mieux adresser le message qui vous va bien. C'est tout le propos du social selling. Comment, tous ensemble, on peut faire en sorte qu'on ait de la compétence, on ait de la connaissance vous concernant qui va nous permettre d'aller plus vite. Tout à l'heure, je vous disais, ce qui me plairait, moi, c'est que dans cette salle, les gens puissent à un moment donné lever la main et dire « mais aujourd'hui, moi, j'ai un projet. Et je suis intéressé. » Dans la réalité, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Dans la réalité, vous êtes noyé dans une masse qui pèse plusieurs millions de personnes lorsqu'on parle des décideurs en B2B et bien plus quand on est en B2C. Et on a très peu de moyens, dans la réalité, de vous identifier comme étant des prospects potentiels. Or, dans notre vie d'entreprise, on a absolument besoin d'aller vite. Aller vite, c'est pas faire des raccourcis, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. C'est de savoir au moment où vous avez un besoin que vous l'avez. Ensuite, de savoir qui dans notre entourage est capable de nous aider à vous toucher, à entrer en contact avec vous. Et puis au final, de savoir qui dans notre entourage, peut-être de gens qui sont dans vos entreprises ou pas, qui vous connaissent parce qu'ils ont passé un bout de leur vie avec vous, qui est capable, au final, de m'aider à conclure cette vente. Gardez cette image du social selling comme ça. C'est une capacité aux gens de se regrouper et de bénéficier de compétences mutualisées. Bien évidemment, un des produits qui a le plus travaillé sur le sujet, c'est LinkedIn, puisque évidemment, il avait de fait une base mondiale de personnes physiques. Et puis, cette idée de rapprocher les gens, au départ, LinkedIn était un carnet d'adresses pour nous. C'était le moyen d'identifier nos copains et de garder un contact avec nos copains dans le temps. Très très vite, le sujet est venu à un outil qui permet aux chasseurs de tête de nous repérer, aux entreprises de nous voir, et bien évidemment, nous, de nous rendre visibles, de jouer sur notre branding personnel et de faire en sorte d'être identifié dans la masse, sorti de la masse et de pouvoir être vu par les recruteurs. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un moyen de trouver vos futurs interlocuteurs, à tel point qu'aujourd'hui, et à partir du moment où LinkedIn a permis de payer pour avoir le droit de contacter en direct les gens, on s'est retrouvé dans une situation complètement ahurissante, qui est qu'un certain nombre d'acheteurs ne veulent plus de contact sur LinkedIn. C'est-à-dire, aussi bien on a eu l'opportunité pendant un certain temps de pouvoir contacter les gens en direct, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'appeler telle personne pour être mise en relation avec telle autre, ou donner obligatoirement une information qui prouve que vous connaissez vraiment cette personne.
Aujourd'hui, moyennant finance, vous pouvez tout à fait contacter directement les gens. Après quelques temps, évidemment, la réponse du marché à ça, ça a été un ras-le-bol, parce qu'effectivement, on reçoit des messages qui n'ont pas de sens. Vous avez un contact avec une personne, dans les 2 à 6 heures qui suivent, vous avez un message en disant « Coucou, on est en contact sur LinkedIn, j'aimerais vous proposer mes services ». C'est pas ça le social selling. C'est pas du tout ça le social selling. Ça, c'est du spam. Et comment est-ce qu'on répond au spam ? Bien, LinkedIn fait un bouton en disant « Oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas, bloquez-le ». C'est une réponse directe à une surconsommation des fonctionnalités de mailing dans LinkedIn. Mais LinkedIn, finalement, ce n'est qu'un produit parmi d'autres. Et tout à l'heure, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer Bypass, qui aujourd'hui est un peu en avance par rapport à ses concurrents. C'est plutôt le leader et les autres suivent pour le rattraper. Donc, dans le cadre du social selling, qu'est-ce que j'ai besoin en tant que manager de sales ? J'ai besoin que mes équipes soient en capacité à aller vite à vous identifier, à aller vite à vous contacter, entrer, engager la conversation avec vous. Ensuite, puisse créer une relation de confiance extrêmement rapidement. Et quelques temps plus tard, le quelques temps plus tard, ça peut être quelques heures, mais la plupart du temps, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien, naît de cet échange un besoin. Et là, il va lever la main en disant « Ça tombe bien, on se parle depuis quelque temps, et effectivement, j'ai un besoin qui peut vous concerner, peut-être que vous avez les réponses pour moi. » Vous avez entendu parler de nurturing ? Nurturing, ça ne vous dit pas ? Nourrissage, en anglais. C'est comment vous diffusez du contenu à valeur, et comment ce contenu aux valeurs que vous diffusez, bien évidemment gratuitement, va être mis à disposition des gens qui vous écoutent sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, vous nourrissez votre interlocuteur, et à un moment donné, il va comprendre qu'effectivement, vous avez des compétences, il va valider ses compétences, et vous dire, voilà, dans ce projet-là, c'est de lui que j'ai besoin. Lui, s'il n'est pas capable de faire ce projet pour moi, il aura dans son réseau quelqu'un qui a les bonnes compétences pour le faire. Bien évidemment, c'est du temps. C'est beaucoup d'écrits, parce qu'il faut produire énormément d'écrits, mais c'est aussi votre personal branding à ce niveau-là. On a dû vous en parler en cours. Comment est-ce que je me positionne ? Comment est-ce que je positionne mon CV avec les bons mots, avec les bonnes photos, les bonnes phrases ? Comment j'explique qui je suis ? Eh bien, l'étape suivante, c'est aussi produisons chacun du contenu pour montrer ce qu'on sait faire, montrer les positions que l'on défend, et de faire reconnaître aux gens qui sont en face de nous qu'on a effectivement des qualités et que ces qualités méritent d'être utilisées sur les projets. Je vois beaucoup de têtes là, je vois beaucoup de gens qui écrivent sur le net, qui écrivent des tweets, qui écrivent des posts sur LinkedIn ou sur des blogs. Continuez. Je vous encourage largement à continuer parce que un jour, vous aurez quelqu'un qui va vous contacter en disant « J'ai lu ce que vous écrivez, j'aime bien ce que vous écrivez ». Et justement, ça tombe bien parce que j'ai un besoin là, j'aimerais qu'on échange dessus. Ça ne veut pas forcément dire qu'il pourra vous dire « Ok, je te mets sur cette mission-là, j'engage ta société ou je t'engage toi à titre individuel, mais simplement, peut-être, donne-moi ton avis sur ce sujet-là. Tu as un avis qui semble compter, en tout cas qui pour moi, interlocuteur, qui t'est lu, compte. Je te donne de la valeur. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça ? C'est la première étape. Parce que là, vous créez une relation de confiance avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez peut-être jamais croisé dans votre vie. Et peut-être même qu'il est au bout du monde. Mais il a compris que vous aviez la compétence qui allait bien sur son sujet. Il a compris que vous traitiez dans vos domaines de ce sujet-là. Et là, il va vous dire, voilà, j'ai besoin de toi là, je voudrais qu'on échange pour voir comment est-ce que tu réagirais sur ce sujet-là. Et ça peut être de n'importe quoi. En ce moment, on entend beaucoup parler de programmatique. C'est un gros sujet. Voilà, tous les gens qui aujourd'hui parlent programmatique sont très sollicités sur le net. Mais pour ça, il faut que vous fassiez savoir que vous êtes des experts de ce sujet-là.
Alors aujourd'hui, si on regarde le social selling, quelles sont les cibles qui fonctionnent bien? Alors évidemment, vous avez les particuliers dans une certaine mesure, puisqu'on est tous des humains, des individus sur le réseau, et qu'on s'exprime énormément. J'irais presque dire trop, mais à chacun sa responsabilité. On s'exprime énormément, on tweete énormément de choses, on tweete des photos dans tous les sens. Sachez que tous ces éléments-là sont repris. Et tous ces éléments-là sont analysés concernant votre activité pour mieux vous cerner, pour essayer d'identifier chez vous ce qui vous intéresse. Ce qui va vous faire réagir lorsqu'on sera en communication. En dehors de ça, si vous avez la chance d'être sur une cible grand compte ou OTI, ou grosse PME avec beaucoup de visibilité, voire de start-up avec des ambitions fortes et peut-être à l'international, vous serez forcément tôt ou tard la cible d'acteurs utilisant les méthodes du social selling pour vous toucher. Parce qu'il y a un élément qu'on oublie souvent de citer, c'est que si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous ne serez pas identifié ou très mal identifié. Aujourd'hui, nous avons chez Compass, pour ne pas le citer. Alors Compass, juste pour vous dire, hein, c'est 7 millions d'entreprises en France qui sont enregistrées, avec quasiment tous leurs dirigeants opérationnels en tout cas, et leurs dirigeants d'activités statutaires qui y sont. Mais plus globalement, c'est 15 millions d'entreprises dans le monde. Et Bypass, au dernier chiffre, c'est pas loin de 100 millions de personnes inscrites, trouvées, identifiées, classées. Donc 15 millions de dirigeants. Autant dire que vous avez à peu près accès à tous les comptes présents qui comptent en France. C'est bien plus facile si vous avez comme cible des comptes qui sont parisiens, parce que très présents sur les réseaux sociaux. C'est plus compliqué si vous adressez une entreprise même de grosse taille en province. Ils ont plutôt une tendance à ne pas se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Mais dès lors que vous êtes sur une cible parisienne, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour agir. Alors quelles sont-elles ces informations ? Première information dont on a besoin, mais évidemment, c'est de savoir, nous, sur quelle cible est-ce qu'on travaille. Si on est dans la banque, si on est dans la défense, si on est dans le secteur du tourisme, on ne va pas tout à fait avoir les mêmes interlocuteurs. Mais ça, le premier élément, le secteur. Sur quel secteur on est. Deuxième élément, extrêmement important, c'est de mettre en place des outils de recherche automatique d'informations. Vous en avez tous, vous en utilisez probablement tous, des Google, des Talkwalker et j'en passe et des meilleurs, qui vont vous permettre d'identifier des infos correspondant à vos sujets de prédilection, que ce soit un mot particulier, que ce soit une expression, que ce soit le nom de quelqu'un, le nom de la société. Vous pouvez remonter tous les jours les informations concernant cette société. L'état de l'art aujourd'hui, sur ce sujet-là, c'est d'avoir des algorithmes qui crawlent à peu près 200 000 médias tous les jours. 200 000 médias en continu. Ça marche plutôt bien. L'autre jour, je suis rentré en contact avec un dirigeant d'un gros éditeur de logiciels allemand, qu'on ne citera pas ici. Et je l'ai trouvé parce que l'algorithme a détecté qu'il avait, cette personne-là, avait remis un trophée à une start-up à Rennes. L'article est paru dans Ouest France Rennes. Probabilité que je lise Ouest France Rennes forte quand je suis en vacances en Bretagne, nulle quand je suis à Paris. Alors que j'adore la presse régionale. Nulle quand je suis à Paris. Or là, il a été me trouver dans le média local la bonne annonce qui, moi, me permet d'engager la conversation avec ce dirigeant-là, en citant bien évidemment l'article, et en engageant la conversation, non pas sur mon métier Compass, mais sur les startups. Ça tombait bien, puisque je fêtais mes 20 ans d'enseignement sur la création d'activités en start-up, et du coup, ça m'a permis d'engager sur ce sujet-là. Bien évidemment, tôt ou tard, l'idée, c'est que
nos consciences se rapprochant, on arrive à un moment donné à se dire, mais il y a certainement un produit à créer autour de vos services et de notre activité. Mais évidemment, c'est la cible. Ne jamais oublier la cible. On ne fait pas du social selling pour faire du social, au sens premier du terme. On fait du social selling parce qu'on a besoin aujourd'hui de nouvelles méthodes pour atteindre plus rapidement les gens. Parce que simplement aujourd'hui, si je prends mon téléphone et si j'appelle, la personne ne le prendra pas au téléphone. J'ai un collègue DSI, si vous réussissez à le joindre, ce qui est extrêmement peu probable, et qu'il n'arrive pas à vous trouver un créneau dans les 15 jours sur son agenda, il ne vous donnera pas de rendez-vous. Ça veut dire simplement que ce sujet que vous portez ne l'intéresse pas aujourd'hui. Il ne vous donnera pas de rendez-vous. Et aujourd'hui, dans un monde hyper sollicité, il faut absolument des stratégies nouvelles pour prendre contact avec les gens et de pouvoir effectivement les avoir au téléphone. La deuxième chose, donc, effectivement, un moyen de crawler l'intégralité du net et du volume d'informations. Donc là, bien évidemment, ça dépasse largement les capacités humaines telles qu'on les a aujourd'hui. C'est au mieux, vous allez lire les Échos. Allez, vous allez lire les Échos et peut-être le Figaro. Et après, votre temps de lecture va empiéter sur votre propre temps de travail. Ça devient ingérable. L'élément suivant dont on a absolument besoin et qui est très compliqué à obtenir, c'est d'obtenir l'écosystème. On a beaucoup travaillé dans cette école sur l'écosystème des entreprises. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà souffert sur cette question-là. Sachez que c'est quelque chose que vous devez poursuivre. Vous devrez maîtriser votre écosystème, l'écosystème de votre entreprise. Ce sont deux choses différentes. Et le mettre à jour régulièrement parce que demain, peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un et vous retrouvez dans votre écosystème la bonne personne qui sollicitez. Dans notre cas du social selling, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, par exemple, si l'ami Louis, là, il n'a pas des accointances particulières avec un de nos concurrents, que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de pub. Mais je sais qu'il l'aime bien. Donc je ne vais pas raconter ma vie à Louis. Parce que potentiellement, Louis, dans une conversation, va peut-être lâcher une info que je ne souhaite pas que mon concurrent ait. Et bien évidemment, lorsque vous allez en rendez-vous chez une personne dont vous savez qu'il est très proche d'un de vos concurrents, vous allez changer le dialogue et notamment les idées que vous allez porter auprès de ces personnes, puisque vous ne voulez pas que ces idées-là partent chez votre concurrent. Puis dernier élément, lorsque vous êtes sur un deal, vous avez vraiment intérêt à essayer de maîtriser l'intégralité des interlocuteurs sur ce deal. Vous aurez toujours souvent un interlocuteur principal. Cet interlocuteur, vous allez probablement arriver à le convaincre. Vous ne le connaissiez pas il y a une semaine, vous allez dialoguer avec lui, vous vous rendez compte que vous portez exactement les mêmes idées que lui, vous arrivez à une idée commune qu'il faut absolument que vous travaillez ensemble. Ne jamais oublier qu'il n'est pas seul. Il n'est peut-être pas le décisionnaire. Il y a peut-être 4 personnes autour de lui qui vont impacter la décision. Son supérieur hiérarchique a peut-être signature, donc l'autorisation d'engager l'entreprise pour effectivement acheter vos produits ou vos services. Mais n'oubliez jamais, et ceux-là on les oublie très souvent, toutes les personnes qui autour de celles-ci vont être des influenceurs. Influenceurs positifs ou négatifs. Si on prend un sujet que vous devez parfaitement maîtriser, qui est la création de sites internet, trop souvent, les projets de sites internet sont bloqués parce que la DSI, à un moment donné, donc la direction des systèmes d'information interne, dit mais attendez, ça on peut le faire nous en interne. On a les ressources, on a les compétences, on peut le faire en interne. Et comme ça, des blocages par des personnes internes, vous en verrez beaucoup. C'est souvent le cas. Lorsque nous, commerciaux, nous arrivons sur un compte, on doit s'assurer de qui prend les décisions dans ce compte. Qui est influent, qui est compétent sur le sujet, qui il faudra convaincre pour obtenir un go final.
Les juniors ne prennent pas le temps de faire ça. Les juniors, ils arrivent, ils sont sûrs de signer avec la personne, ils foncent, et puis on n'en parle plus. Et quelquefois, ça marche. Mais la plupart du temps, vous avez à côté un concurrent avec un senior, quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, qui va lui prendre le temps d'aller voir les acheteurs, de s'assurer que les conditions d'achat sont bien maîtrisées, qui vont aller voir peut-être le supérieur hiérarchique de votre interlocuteur, qui vont appeler une collègue qui connaissent d'une autre vie, et ils vont lui demander, mais ce projet-là, t'en penses quoi? Qui fait quoi en interne? Qui tire les ficelles? Qui a le budget? Est-ce que le budget, il est au marketing, il est à la direction générale, il est à la direction de la production? C'est pas tout à fait le même impact. Et si au final, le budget est de la responsabilité de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, comment pensez-vous que cette personne va réagir lorsque vous allez arriver avec un joli bon de commande, avec un joli en-tête, et que vous allez vouloir qu'elle signe ce document? Il faudra que les représentants internes vous représentent dans la réunion. Prenez le temps d'identifier tous les interlocuteurs de votre deal pour sécuriser votre deal. Vous n'êtes de toute façon jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais en faisant ça, vous mettez plus de chances de votre côté que les autres d'obtenir au final gain de cause et d'obtenir le contrat. Eh bien, c'est tout ça le social selling en réalité. C'est tout ce que je viens de vous raconter. Alors, quand vous calquez ce que je viens de vous dire sur les outils du marché, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui fait ça. Mais tous les autres courent derrière et essayent de développer de nouveaux algorithmes pour obtenir ce genre de choses. Souvent, les gens, à ce moment-là, lèvent la main en disant « Mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment vous pouvez détecter des projets sans que la personne vienne vers vous vous dire qu'elle a des projets ?» Allez, qui ici a une petite idée? Il y a Margot qui lève la main, donc je pense qu'elle a une idée. Oui, non? Une idée? Un tweet. Je suis Monsieur X et je suis sur le stand de la société Y en train de regarder une présentation, jolie présentation. Mais pourquoi vous êtes sur le stand de la société Y en train de regarder sa présentation? C'est un signal faible, mais c'est un signal dont l'intensité est suffisamment importante pour qu'on vous regarde. Et si vous êtes présent là, c'est que effectivement vous avez probablement quelque chose dans la tête. Et il faut absolument que je sache quoi. C'est-à-dire que de 1 million de personnes qui a priori n'ont aucun besoin, là tout d'un coup j'en ai une. Celle-ci, elle n'est pas là par hasard. C'est le premier signal. Ça remonte. Bien évidemment, tous les messages que vous mettez sur... Alors, tous messages publics, hein, je précise, tous les messages publics que vous mettez en disant « Tiens, je suis avec Monsieur Y, on fait une soirée à tel endroit », vont aussi servir à nous pour identifier que vous êtes copines. Ah, vous êtes copines, vous sortez ensemble le soir, on vous a vu sur Internet. Donc forcément, si je m'adresse à toi, je vais faire attention parce qu'elle est chez mon concurrent. Donc je ne vais pas pouvoir te dire tout ce que j'ai envie de te dire. Je vais faire super gaffe. Mais si je ne le sais pas, forcément, je vais tout te dire. Donc je vais également te donner les arguments qu'elle serait super intéressée d'avoir. C'est aussi ça le social selling. C'est comment je peux obtenir au travers de mon réseau l'intégralité des informations dont on a besoin pour travailler. Vous êtes tous, autant que vous êtes ici, tous porteurs de beaucoup d'informations sur vos comptes. Moi, j'adorerais vous interroger tous un par un, sous la lampe. Tch, tu vas parler. Parce que c'est là où on apprend le plus de choses. Un des projets où je me suis le plus éclaté, c'était juste avant... Alors vous n'avez pas forcément connu ça, mais le bug de l'an 2000 et l'euro, ça vous parle? Le bug de l'an 2000 et l'euro? C'est un sujet tellement intense qu'il n'y avait plus de compétences sur le marché. Plus personne n'était disponible. Et nous, on avait un double problème. C'était un, on n'avait pas suffisamment de leads entrants, donc de projets qui soient identifiés et qui nous arrivent. Et de l'autre côté, on n'avait pas non plus suffisamment de candidats. Et ce qu'on a mis en place, c'est une industrie où on faisait appeler tel candidat parce que ses compétences nous intéressaient. Et lorsqu'on le recevait, il y avait un double questionnement.
Bien évidemment, quelles sont vos compétences, mais ça, n'importe quel recruteur vous fera ça lorsque vous serez en phase de recrutement. La deuxième partie qui était bien plus sioux et bien plus intéressante pour nous, et vous allez voir pourquoi, quelles sont les problématiques que vous rencontrez en entreprise? Dans un entretien anodin de recrutement, bien évidemment, vous allez répondre à cette question-là. Bien évidemment, vous allez nous expliquer en détail les problèmes qu'il y a sur vos projets, voire même, dans le meilleur des cas, comment vous les résolvez. Et moi, si je vous trouve sympa, je vais vous faire une proposition d'embauche. Et non seulement je vais vous faire une proposition d'embauche, mais en plus, je vais aller voir votre patron sous un prétexte tout à fait anodin, en lui disant « j'ai des bonnes compétences, puisque je sais que vous allez sortir de ce projet-là. J'ai des bonnes compétences, elles arrivent exactement au bon moment pour vous remplacer sur ce projet-là. Et en plus, comme je sais ce qui ne va pas dans ce projet-là, j'arrive avec la solution à ce problème. Voilà comment nous, on travaille. Voilà comment nous, on résout les problèmes. Et évidemment, je vais arriver en connaissance de cause. Je ne peux pas faire ça si je n'ai pas un contact préalable avec l'un de vous qui va me dire, voilà, sur ce projet-là, on fait ça comme ça, et on a ces problèmes-là. Dès lors qu'on recueille l'information, on a déjà fait un grand pas pour réussir le projet. Et bien maintenant, vous multipliez ça au niveau d'une population globale. Et si vous voulez faire ça, vous ne pouvez que l'automatiser. Et heureusement que nous avons les algorithmes pour pouvoir automatiser en direct ce type de choses. Alors bien évidemment, comme j'ai commencé par la citation de Marx, il faut maintenant que je vous montre l'outil pour que vous puissiez constater de comment est-ce que ça fonctionne en réel. Sinon vous allez m'en vouloir. Mais on va essayer de montrer ça. C'est le moment, si vous avez des questions, le temps que la machine se mette en route. Est-ce que l'un de vous peut me redonner dans l'oreille le Wi-Fi ici, pour pas que ça passe à la caméra? Qu'est-ce qu'a le Wi-Fi sur Media School élève IoT? Le même nom sans les chats. C'est passé à la caméra. Ceux de la 203 vont le voir aussi. Avec le TF1 Ouais, on va essayer ça. Ça marche. Allez, dans une seconde, c'est presque prêt. Tout le monde voit bien? Parce
qui est intéressant avec Bypass, c'est que tous les matins, lorsque je me réveille, j'ai un email dans ma messagerie. Et cet email me donne une liste extrêmement intéressante de gens à contacter. Le premier élément que j'adore ici dans cet outil, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui compte pour nous, c'est de très vite avoir l'information. 1. De 2, de très vite savoir comment faire pour engager la conversation avec une personne. Je peux avoir une liste d'interlocuteurs et d'avoir leur nom, leur email, leur téléphone direct. Pour autant, ça ne va pas me donner une bonne raison de les contacter. La première chose exceptionnelle qu'a fait Bypass, c'est qu'il vous donne une méthode. Et que sur les contacts qu'il a identifiés pour vous, sur vos cibles, vous lui avez déclaré vos cibles, lui, il vous trouve les bonnes personnes avec qui dialoguer. Et j'en prends une au hasard, celle-ci par exemple. On y va. Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Voilà. La première chose que l'on a, c'est qu'on vous dit qui, pourquoi et comment. Qui contacter? Pourquoi vous allez la contacter? Et là, typiquement, on va essayer de contacter Véronique Jacques, dont un article dans Next Finance parle d'elle. Bien évidemment, ici, on a le lien qui vous permet d'aller chercher sur la presse l'article en question, puisque vous n'allez pas pouvoir lui parler. Si vous n'avez pas lu l'article avant, je vous déconseille très fortement de la contacter sans avoir lu l'article, alors que vous allez lui parler de l'article. Elle va adorer que vous lui parliez de son article. Hein. Elle va être super contente. Mais ne faites pas l'erreur de ne pas lire l'article avant. Et puis, bien évidemment, on va vous expliquer la démarche qui est notre démarche interne, qui va vous permettre de vous accompagner au quotidien et qui va vous permettre d'engager le dialogue facilement avec cette interlocutrice. S'il y a des mains qui se lèvent, c'est que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Bien évidemment, ici dans ce contexte, je peux lui dire oui, c'est un contact qui m'intéresse. Oui, elle m'intéresse fortement, donc je la prends. Ou plutôt de dire non, finalement, cette personne n'est pas dans mon giron, donc vous pouvez tout à fait refuser. L'algorithme est auto-apprenant, donc il va s'adapter à votre comportement. Et il va de lui-même éliminer un certain nombre d'informations pour ne pas venir polluer votre tableau de bord et pas venir polluer votre activité, mais va tout à fait commencer à vous envoyer des informations qui sont de plus en plus ciblées sur votre activité. Ce dont je vous parle là, sachez-le, hein, allez, on va dire qu'un bon tiers des grands comptes français sont en train de l'installer chez eux. Hein, donc, ne soyez pas étonnés de le voir apparaître dans vos comptes incessamment sous peu. Deuxième possibilité, vous dites, tiens, moi j'ai une nouvelle cible. Voilà, je change de secteur et maintenant je veux pouvoir attaquer une nouvelle entreprise. Là, vous n'avez, à ce stade, vous êtes d'accord, vous n'avez encore fait aucune action pour entrer en contact avec cette entreprise. Et là, vous avez à disposition un outil qui, d'emblée, vous permet d'accéder à plus de 36 000 interlocuteurs. Donc là, grosso modo, vous avez à peu près tous les gens qui comptent dans cette banque sont représentés ici. Bien évidemment, je mets un petit bémol. Ceci n'est juste que dans la mesure où les gens eux-mêmes mettent à jour leur profil. Donc ici, vous avez des infos qui viennent de Compass, bien évidemment, de Bypass, de Viadeo, des réseaux sociaux autres, des blogs, et j'en passe et des meilleurs. Nous, on crawl tout ça, on ressort tous les profils qui peuvent être intéressants, et puis on va regarder à l'intérieur, finalement, quels sont ceux qui potentiellement peuvent nous intéresser. Vous voyez que là, en moins d'une minute, on a un certain nombre de personnes qu'on peut contacter. Moins d'une minute d'un salaire de cadre, hein, si vous vous souvenez de mes cours, on est à peu près à 50 centimes.
c'est le prix de l'information, de cette information-là. Ça vaut moins de 1 euro. Mais si pour faire ça, vous êtes tout seul et que vous devez rechercher avec votre opinion sur Internet, vous allez probablement mettre 1 heure à 2 heures. À 50 centimes de la minute, vous voyez tout de suite quel est le coût financier de votre recherche. Vous allez passer votre vie à rechercher les informations, alors que ces informations-là, pour quelques centimes, vous sont accessibles intégralement. Et bien évidemment, ici, on va prendre un interlocuteur au hasard. Et, ce monsieur-là semble avoir une bonne tête. Et ce monsieur-là, tout d'un coup, on va se dire, voilà, typiquement, le type de personne que l'on souhaite adresser. On l'a peut-être rencontré ce matin dans un salon. Et à partir de là, on est en mesure de trouver tous les profils identiques dans cette maison et de pouvoir leur adresser un message en disant « Tiens, ce matin, j'ai rencontré Sylvain Vigneault dans un salon, nous avons sympathisé, nous nous sommes rendus compte que nous avions un sujet commun, celui-là. Si ce sujet-là vous intéresse aussi, j'aimerais bien pouvoir en parler avec vous. » Alors cette technique tout à fait anodine, grosso modo, et sur une base de 20-25 personnes, peut très bien vous générer 7 à 10 rendez-vous. Oui. Vous avez son numéro de poste, parce que son numéro de mobile. Alors, le numéro de mobile étant souvent un numéro personnel, nous travaillons essentiellement sur du professionnel. On le remplace par le numéro de l'entreprise et l'email de l'entreprise. Ici, vous avez une case ici, envoyer un email. Donc, vous pouvez tout à fait envoyer un email à cette personne-là. Vous cliquez et votre messagerie préférée, s'il veut bien, va s'ouvrir. Et vous avez, le temps que ça s'ouvre, et vous avez automatiquement son email pro. Encore une fois, on n'est pas en B2C, on est en B2B. La réponse serait différente dans le B2C. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est M. Vigneault en tant qu'adjoint directeur d'agence au sein de la Société Générale. Donc on a remplacé. Qui plus est, la loi sur la confiance numérique de 2009 nous contraint à ne pas diffuser les numéros de téléphone et les adresses personnelles des interlocuteurs. Donc on est un peu réduit à ce stade-là, ce qui n'est pas forcément vrai dans tous les pays, mais en tout cas en France, oui. Oui. Pour revenir sur les datas personnelles, vous n'avez jamais de problème justement sur toutes les informations que vous recueillez? Alors, toutes les informations que nous recueillons sont classées et déclarées à la CNIL. Et nous sommes, d'ailleurs on a une personne dédiée à ça chez nous, nous sommes extrêmement stricts sur la diffusion et la propagation de ces informations-là. Il faut l'être, hein. Il faut l'être. Et pour ceux qui m'ont déjà eu en cours, savent combien je suis attentif à ce que la récolte des données soit faite dans la plus grande légalité et leur diffusion encore plus. Bien évidemment, c'est un vrai sujet. Quand on voit qu'on est capable d'identifier au travers d'un tweet qui sont vos amis de passage parce que vous êtes allé sur un stand, ça veut dire qu'on est capable d'enregistrer quasiment tout et n'importe quoi vous concernant. Allez, on passe à l'étape 2 qui va vous intéresser bien évidemment aussi. Donc là, on a identifié notre interlocuteur. Bien évidemment, classiquement, mais ça vous le voyez tous les jours sur LinkedIn ou Viadeo, c'est qui je connais qui me permet de le contacter en direct. Donc là, j'ai un certain nombre de personnes que je connais directement et qui me permettent à un saut de le rencontrer. Ce qui m'intéresse bien plus, c'est la partie ici, social selling. C'est comment cette personne se positionne par rapport à mon écosystème. Et le point extrêmement intéressant dans ce profil, vous le voyez ici, c'est que cette personne-là a d'ores et déjà, avant même qu'on ait entamé une quelconque relation, il a déjà un profil positif. Souvent, les gens ont un profil neutre. On ne se prononce pas. Oui. Comment vous différenciez neutre? Alors, bien évidemment, il y a des choses que je n'ai pas le droit de vous dire, mais globalement, vous savez que plus une personne va être enclin
à connaître des gens que vous connaissez vous-même, il y aura une proximité avec vous, plus ce sera positif, plus il sera en contact avec vos concurrents. Ça nécessite bien évidemment de paramétrer extrêmement finement l'outil, mais dès lors que vous paramétrez ça correctement, il identifiera tous les liens avec vos concurrents. Donc du coup, la position peut passer de positif à neutre et de neutre à négatif. Et là, on a un vrai avantage concurrentiel. Ici, on est capable d'aller au front avec des armes, puisqu'on sait des choses que lui-même n'a peut-être pas identifiées. Vous savez tous que souvent, on a des demandes sur LinkedIn. Allez, presque on valide comme ça. On ne fait plus trop gaffe. Je vous parle même pas d'un tweet en disant je t'aime, je t'adore. Il faut absolument que en retour, tu m'aimes et tu m'adores. Ça va s'arrêter, je vous rassure. C'est juste intenable dans le temps. Mais voilà, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce monsieur-là n'a pas de relation avec mes concurrents reconnus, établis, ou en tout cas identifiés. Il en a peut-être, mais pas visuellement. Plus vous serez proche d'une entreprise, plus vous aurez tendance à liker ses tweets, retweeter ses messages, poster des choses sur leur blog, etc., etc., etc. Et vous aurez une vraie communauté d'intérêt avec eux. Donc vous serez identifiable par rapport à ça. Ici, par contre, il a 9 relations avec mes prospects, ce qui est super intéressant pour moi. Il a une relation avec un client qui, chez moi, est un ambassadeur. Un client ambassadeur, c'est quelqu'un qui non seulement est déjà mon client, mais qui en plus fait ma promotion. C'est quelqu'un dont je suis certain que dès lors qu'il va être sollicité, il répondra positivement sur notre service. Et puis finalement, ici, les relations avec les partenaires, on voit qu'il en a une aussi. Partenaire équivaut souvent à intérêt financier commun. Cela veut dire que potentiellement, vous pouvez aussi vous appuyer sur cette relation-là pour améliorer votre image et être certain, au final, que l'image que lui va retenir de vous va être une image super positive. J'ai encore eu le cas il n'y a pas si longtemps, avec un de mes bons amis que je connais depuis le début des années 2000. Je lui raconte que je descends à Lyon pour voir une société. Il me dit, mais attends, je connais très très bien le PDG de cette société. Au départ, je n'allais pas le voir lui. En moins de 2 minutes, il y a un mail qui est parti en direction ce dirigeant d'entreprise en lui disant, tiens, Pedro descend chez toi à telle date. Prends le temps de le rencontrer parce qu'il a plein de choses à dire. En moins de 2 minutes, j'ai rien fait. En moins de 2 minutes, j'avais un rendez-vous. Et ça, vous pouvez l'appliquer même dans vos contextes d'aujourd'hui. N'oubliez pas que souvent, je vous dis que, en cours, je vous dis ça, que votre réseau commence aujourd'hui dans votre classe. Votre réseau, c'est déjà les personnes qui vous emploient, vos collègues qui sont autour de vous, tous vos copains de promo, vos enseignants, vos dirigeants ici d'école, sont tous des éléments qui, tôt ou tard, peuvent être activés pour votre bien personnel. Et on a souvent des étudiants qui nous appellent en disant « Monsieur, j'ai vu que sur LinkedIn, vous étiez en relation avec cette personne-là. Est-ce que vous pouvez lui pousser mon CV ?» À moins que vous soyez très mauvais, on pousse le CV. À moins que vous n'ayez pas les compétences que vous prétendez avoir, on poussera votre CV. Donc n'hésitez pas à le faire. Élément suivant que j'aime tout particulièrement, et pour le regarder, on va changer de compte, c'est le Power Map, l'objet magique que tous nos concurrents nous envient. Là, on en a un que j'ai préparé pour vous, qui est une démo, pure démo, qui concerne le compte Microsoft. Il s'avère que Microsoft est un de mes partenaires privilégiés, que je suis en train d'essayer de leur vendre quelque chose. Et là, je regarde qui, dans l'environnement de mon interlocuteur, peut être quelqu'un d'influent. N'oubliez jamais de faire les deux visions. Quelqu'un d'influent, c'est moins grave si vous l'oubliez, parce que de toute façon, il portera un message positif vous concernant. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui sera un frein
quelqu'un qui sera négatif par rapport à vous. L'avantage de ce tableau, c'est qu'il est fait génériquement, automatiquement par nos algorithmes qui positionnent des gens que vous ne connaissez a priori pas encore, mais qui vous permettent de savoir qui fait quoi. Et puis, à l'intérieur de ce champ, vous pouvez très bien dire mais dans ce champ, il y a des gens qui me connaissent bien et en réalité, leur position n'est pas tout à fait celle que l'algorithme a déterminée, mais ils peuvent être à des endroits bien plus intéressants. Et vous voyez que le score, qui est le score tout en haut qui s'affiche, est votre score de deal et votre capacité, effectivement, à emmener le deal au bout. Plus il est élevé, plus vous savez que vous êtes en capacité de signer le deal sans qu'il y ait d'entrave. Mais n'oubliez jamais qu'il peut toujours y avoir la petite embûche de dernière minute et que voilà, vous devez travailler jusqu'à ce que vous ayez la signature définitive, à identifier tous les interlocuteurs qui peuvent venir sur le deal et ceux qui potentiellement peuvent faire capoter le deal. J'ai fait le tour essentiel de l'outil. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Alors évidemment, je ne vous ai pas dit, mais tout ça est connecté avec bien évidemment les données Compass que je ne vous ai pas montrées, mais elles sont là. Donc vous pouvez avoir accès aux fiches d'information très institutionnelles des entreprises. Et bien évidemment, tout ça mis à jour en temps réel. Oui. Oui. Non. Tout petit. Je suis un membre, je suis un grain de sable de cette entreprise. Oui. Justement, pour rebondir sur je pense qu'on est tous ici parce qu'on a tous la fâcheuse tendance à être assez critique sur ce qu'on voit. Et là, vous nous présentez un outil dont vous faites partie en fait. Oui. Vous êtes de l'entreprise qui a produit cet outil. Donc, est-ce qu'on peut considérer votre présentation comme réellement neutre ? Merci pour la question. Je n'attendais pas moins de toi. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent suffisamment pour savoir que je suis capable de mettre le doigt là où ça fait mal quand un produit ne fait pas le job. J'ai écrit un papier exactement sur ce sujet-là le 14 octobre, que vous pouvez trouver en ligne sur la bonne donnée au bon moment. À l'époque, je n'avais pas encore vu Bypass. Mais effectivement, quand quelqu'un a lu le papier et m'a dit ce que tu écris, ça s'appelle Bypass. Ça existe, ça s'appelle Bypass. J'avais envie de voir ce qu'il avait dans les tripes pour voir effectivement si ça tenait la route ou pas. Lorsque j'ai rejoint l'équipe Compass au mois de décembre, début décembre, la première chose que j'attendais, c'est bien évidemment de toucher l'outil et de l'essayer. Donc oui, je l'ai essayé et je peux vous dire qu'il répond à sa promesse. Vous trouverez, si vous tapez Bypass sur YouTube, vous trouverez un témoignage. C'est toujours bien plus intéressant d'avoir les témoignages de nos clients plutôt que ceux de l'équipe de l'entreprise. Mais vous trouverez un témoignage d'une personne dont le nom m'échappe, de Bouygues Télécom, qui explique ce qu'elle fait avec Bypass et ce que ça lui permet de gagner comme temps à l'humain, en opérationnel, en utilisant Bypass plutôt qu'autre chose. Et pour le coup, c'est un client, donc oui. Oui, c'est un modèle totalement payant. C'est-à-dire que vous avez un abonnement à l'année et ensuite, en fonction des informations que vous téléchargez, vous avez des crédits qui sont consommés dans votre boîte de crédit. En termes de prix, c'est prix standard du marché, prix catalogue à 840 €.
Et puis après, il y a des dégressifs en fonction des volumes, enfin comme n'importe quelle solution du marché. Mais grosso modo, là, vous avez un outil qui fait le job pour l'équivalent de 2 jours et demi, 3 jours de salaire d'un cadre à l'année. Bien évidemment, ce type d'outil marche, et c'est la partie que vous voyez en haut, sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté, mais je vais revenir dessus. La première partie, là, sur le côté, vous montre quelque chose d'intéressant. C'est le nombre de contacts que vous avez, vous, personnellement, en direct sur les réseaux sociaux, ici, en l'occurrence, LinkedIn. À côté, vous avez le potentiel équipe réunie, donc tous les gens qui sont connectés à vous. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup, parce que je n'ai volontairement pas étendu le réseau 50 personnes du staff commercial de Compass. Et puis, plus vous avez de personnes connectées au sein de votre entité, et plus le nombre de personnes que vous pouvez atteindre directement de par ces collègues-là va être étendu, bien évidemment. Une autre question ? Vous aurez probablement plein de gens qui vont vous parler du social selling sous forme de théorie et sous forme de stratégie à mettre en place dans vos entreprises. Sachez que ça ne peut pas concrètement être mis en place s'il n'y a pas un outil sous-jacent pour remplacer le commercial dans un certain nombre de ses tâches. Quand l'algorithme ici tourne tout seul, bien évidemment, c'est en parallèle de votre propre travail qui ne s'arrête pas. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez un certain nombre de tâches à faire, vous ne pouvez pas passer votre temps à rechercher vos interlocuteurs dont vous avez besoin. Ici, c'est typiquement le genre d'outil, je dis bien le genre d'outil parce qu'il y en a plusieurs sur le marché qui font quelque chose qui s'assimile plus ou moins à ça. Qui peut m'en citer quelques-uns? Est-ce que ça vous parle, ce type d'outil ou pas? Est-ce que des Sparklane, des Sales Navigator, ça vous parle? Vous devez vous intéresser à ce type d'outil. Parce que tôt ou tard, vous serez confronté à ça. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui me revient souvent lorsque je discute avec les cadres d'entreprise. Ils me demandent, doit-on mettre sur LinkedIn l'intégralité de nos collaborateurs au risque d'en faire la promotion et qu'ils soient débauchés par nos concurrents? C'est une vraie question. On a le même problème dans ma boîte. Si on utilise un collège de classique, c'est pas Socialball. C'est pas connu, mais c'est Webidar. Et on se dit, si on met nos collaborateurs en tant qu'ambassadeurs, ils vont devenir de plus en plus visibles. Donc il y aura un risque plus grand d'être débauché. Alors oui, on prend le risque, mais en même temps, c'est vachement bien parce que nous, on est encore plus connus qu'eux. Parce qu'on profite de leur réseau, on profite de leur légitimité sur le web et les réseaux sociaux. Et du coup, on est encore plus connus, on a encore plus de visibilité. Juste comme ça, des chiffres. Ce matin, je faisais les rapports. En un mois, on atteignait 200 000 personnes. Aujourd'hui, c'est en une semaine. Donc oui, on prend un risque d'être débauché, mais le risque est beaucoup moins grand que ce que ça nous apporte. Tout à fait. Pourtant, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui nous appellent, Compass, j'entends, qui nous appellent en disant j'ai vu ma fiche telle que celle que je vous ai présentée, dans laquelle il y a un certain nombre de dirigeants listés qui nous disent s'il vous plaît, supprimez telle ou telle personne, non pas parce qu'elles sont parties de l'entreprise, mais parce que ce sont des cadres dirigeants stratégiques et on ne veut pas que leur nom apparaisse sur Internet. Donc les deux stratégies cohabitent. Mais si vous avez l'opportunité de vous mettre en avant avec l'étiquette, bien évidemment, dans votre entreprise, hein, les deux sont liés, vous ferez grandir les deux, vous-même, à titre personnel, mais aussi votre entreprise. Une autre question ? Super, moi j'ai terminé. Je vous invite évidemment à aller regarder
cette solution en ligne et puis toutes les autres, parce qu'il y en a de plus en plus qui apparaissent sur le marché. Je vous invite aussi, bien évidemment, hein, s'il y avait un sujet que je veux absolument que vous gardiez en tête. Allez, encore une seconde. Construisez des solutions sur base de ce que vous voyez, parce que ce que vous allez construire représente votre futur et il y a encore plein de choses à construire. Partez des outils et de l'état de l'art qu'on vous met à disposition aujourd'hui, mais inventez encore plus de solutions. Il y en a des trillions à inventer. Merci, on se retrouve bientôt en cours.